Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en ce 30 juin 2024. Heure de Montréal, il est 19 heures et nous sommes bien sûr ensemble pour un petit Facebook Live comme le veut la tradition. Depuis bientôt 4 années, ben oui, on a déjà dépassé les 4 ans de Facebook Live. Plus de 297 rencontres enregistrées, les meilleures en fin de compte. J'ai bien sûr établi un certain discernement pour ne garder que les meilleures rencontres, toujours faites, toujours produites de manière spontanée, intuitive. Et j'ai décidé mon thème vers 5 heures, 5h15. Vous le voyez à l'écran, je vais bientôt le discuter. Nous avons bien sûr posé la question du thème de ce soir, des petites rencontres qui durent de 30 à 40 minutes. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage pour me dire à savoir si le son est bon et l'image adéquate. Donc voilà, nous allons commencer avec les points d'information avant d'entamer notre sujet, qui est le suivant. Que penser de l'amour fusionnel? Voilà, ça sera notre question de ce soir. On y va avec les points d'information. Sachez que en fin de semaine dernière, nous avons eu une rencontre avec événement Réseau Vox Populi. Y a-t-il vraiment un problème ici maintenant? Le 29 juin. Voilà, ici, je vous envoie dans le clavardage le lien pour écouter la vidéo. Déjà plus de 200 visionnements. Nous étions une trentaine en ligne. Donc, allez dans ma section vidéo et nous avons notre dernier enregistrement. En espérant être plus nombreux ce soir, en ce dimanche de fin de mois. Demain, c'est le 1er juillet. Et nous voilà encore ici. Sachez que nous avons aussi une autre rencontre. Allons-y cette fois-ci. Voilà. Une réflexion sur le sens réel des vacances qui aura lieu le samedi, non pas vendredi 13 juillet, mais samedi 13 juillet. Le sens réel des vacances, hein, une réflexion sur ce que sont les vacances au sens philosophique, une critique même des vacances. Je mets ça ici dans le clavardage, voilà. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Écoutez, à date, ça fonctionne très bien. Plus d'une centaine d'inscriptions par rencontre webinaire gratuite. Et cette fois-ci, j'ai choisi le thème. Hein. Souvent, je suis challengé, ouvrez et fermez les guillemets, par Jean Rivet qui me fait réfléchir sur toutes sortes de thèmes. Hein. Je vais vous en nommer quelques-uns ici qu'on a abordés. Le premier qui date de 2022, écoutez ça, le sens de la vie comme passion. Hein. Quelle date c'était ça? Le 3 décembre 2022. Nous avons eu aussi les hasards de la vie, l'amour comme rencontre déterminante, apprendre à se détacher, quitter l'insécurité un pas à la fois, accepter la vie comme elle vient, tout ça sur ma page mathieumartel.com dans la section vidéo. On continue. Quel est ton mythe? Suivre la voie de la facilité, point d'interrogation, bienheureuse insécurité, carpe diem ou cueille le jour, suivre ou non son instinct, sagesse et philosophie pratique, ralentir dans un monde trop pressé, Socrate et le voyage à travers la sagesse antique, et les derniers qui sont s'affranchir de la peur de vivre, conseil exercice philosophique, l'authenticité, un chemin vers la liberté. On termine samedi dernier avec y a-t-il vraiment un problème ici maintenant? Et ça sera dans le 13, comment dire, j'espère que vous allez vous inscrire, le 13 juillet à 10h heure de Montréal, 16h heure de la France, le sens réel des vacances. Vous vous inscrivez et vous recevez par la suite, l'enregistrement dans l'après-midi que la conférence est terminée. Sinon, on se rencontre en direct. On était une trentaine la dernière fois. Super, ce soir on est déjà 8, je suis très content. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, je vais bien sûr vous saluer dans quelques instants. Je termine le tout en vous disant que, nous avons aussi une petite rencontre au mois d'août, parce que je commence toujours avec les points d'information pour laisser les gens arriver, bien sûr, nous rejoindre ici. Et là, je cherche dans Accueil, voilà. Notre conférence sur la joie aura lieu au mois d'août.
Donc, c'est un atelier philosophique sur Zoom, un webinaire cette fois-ci, fort accessible. Je vous mets ça ici dans le clavardage. Cette joie simple et accessible, ça se passe au mois d'août. Sachez aussi que je vais bientôt réserver une salle pour le mois de septembre. Nous aurons un retour en présence. Et je serai aussi invité au YMCA Park. Je remercie Vanda et Annick, notamment de cette invitation du 22 octobre en présence au YMCA Park. J'ai bien hâte d'être là. J'adore être invité et de vous rejoindre en présence pour des événements. Sachez que il y a toutes sortes de formats pour pouvoir se rejoindre. Et là, les Facebook Live, ça permet de rejoindre les gens à travers le Québec. On a des auditeurs en France, même en Floride, etc. Haïti aussi. Salutations à tous et à toutes. Merci de me saluer dans le clavardage. On commence. L'amour fusionnel. Je vous pose la question. Qu'est-ce que pour vous, que signifie pour vous ce terme l'amour fusionnel? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ferai un lien avec un mythe tiré du banquet de Platon, proposé par, bien sûr, le comique Aristophane. Je vous présente ça dans quelques instants, mais pour vous, l'amour fusionnel, c'est quoi? Pas tout de suite ce que vous en pensez. On ira plus tard réfléchir à ce niveau, mais qu'est-ce que, pour vous, l'amour diffusionnel? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. C'est la question de départ de notre rencontre de ce soir. Merci à nos habitués. Marie-Pierre, qui doit être allée voter, hein? Voilà, en Normandie. Non, Marie-Pierre, elle est en Bretagne. A-t-elle voté? On lui pose la question. Salutations à Marie-Pierre, à Mélanie, à Cathy, à Vanda, à Bérénice, qui est de retour, le grand retour de Bérénice. On la salue avec son amie Geneviève. Et on salue aussi Claudia, qui est de retour. Merci à tous et à toutes d'être là. Je vous pose la question. Peut-être qu'on aura Anton, Jim et compagnie qui viendront se joindre à nous. On a Vanessa qui est là et Anne-Marie aussi. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est le retour en force. Hein? On est presque une dizaine en même temps. N'hésitez pas à répondre à ma question. Qu'est-ce que signifie? C'est quoi l'amour fusionnel pour vous? Pendant que vous répondez, je compte la petite histoire du banquet de Platon. Donc, dans ce fameux texte du banquet de Platon, un texte important consacré à l'amour, hein, le banquet en grec, écrit aux alentours de 380 avant notre ère, hein, tiré du terme grec symposium, c'est une rencontre où les gens se rencontrent pour fêter et discutent notamment du thème de l'amour. Et, comment dire, lorsqu'il y a 6 discours sur l'amour, hein, est-ce que je vais être capable de tous vous les nommer? Le discours de Phèdre, d'abord. Ensuite, il y a le discours de Posianos, le discours d'Ériximaque et le fameux discours d'Aristophane. Et Aristophane a recours à un mythe. Hein? On trouve certains mythes, le mythe de la nature, la douce moitié. Hein? Donc, ça pose la question suivante, d'où viennent l'attirance entre les individus, qu'ils soient de même sexe, de sexe opposé, etc. Et c'est la thèse du fameux androgyne divin. Donc, au départ, les humains étaient, comment dire, étaient liés. Donc, il y avait la catégorie mâle, femelle et androgyne au point de départ. Et chacune des catégories humaines est associée à une sphère. Hein? Donc, les humains mâles étaient associés au soleil, les femelles à la terre et l'androgyne à la lune. Donc, c'était des êtres humains avec une certaine force, hein, comment dire. Leur orgueil était immense. Bien sûr, comme tout ce qui est lié à la mythologie, ces êtres-là ont accompli ce qu'on appelle des actes de démesure et vont être dépossédés de leur puissance par le dieu Zeus qui va les trancher en deux. Ce qu'il faut comprendre,
chacun de ces êtres possédait à la fois un couple de sexe situé au-dessus de leurs fesses, etc. Et ils étaient comme des doublons. Donc, deux hommes, deux femmes coupés ensemble, ils étaient doubles. Et les sexes opposés collés ensemble, et Zeus les a séparés pour les punir, car il voulait défier les dieux. Et là, ils se sont mis à se chercher à nouveau. Donc, ils ont perdu leur force. Et à partir de là, ça explique l'attraction entre individus. Donc, les femmes qui aiment les femmes qui aiment les hommes, et les hommes qui aiment les hommes. Donc, une attirance de part et d'autre. Ce qui fait un peu, ce qui nous ramène à ce mythe de la quête de la complétude à travers l'autre. Donc, c'est la quête de la douce moitié pour se sentir complet à nouveau après avoir été séparé par le dieu Zeus. Donc, tout ça s'inscrit dans un mythe. Voilà, je ne développe pas tant que ça, c'est juste pour vous expliquer que le point de départ de cette quête de la douce moitié. Hein? Je vous pose, on a Mylène, on salue Mylène qui vient se joindre à nous, Marie-Pierre qui est là aussi, Vanessa et compagnie. La question que je pose, qu'est-ce qu'un amour fusionnel? Et dans ça, ça a commencé bien sûr avec le mythe d'Aristophane, présenté par Aristophane dans le banquet de Platon. Donc, c'est un des discours présentés sur l'amour qui tente d'expliquer l'attirance, les formes variées d'attirance. Et pourquoi certains individus se recherchent pour se compléter parce qu'ils ont été séparés par les dieux a priori. Et là, ils se recherchent pour se sentir complet. Ça a donné naissance, et là, ici, j'y vais de façon légère, à toutes sortes de thèmes comme du thème de l'amour comme complément. Donc, on recherche notre douce moitié perdue pour nous sentir plus complets, pour nous sentir un à deux. Voilà. C'est pas évident. Et c'est ma question de ce soir. Avant de dire ce qu'on pense de l'amour fusionnel ou l'amour en tant que complément, bien sûr, on peut faire aussi allusion aux âmes jumelles, aux âmes sœurs qui veulent se retrouver, se rejoindre et ne faire qu'un. Il y a certains problèmes philosophiques qui se cachent derrière ça. Hein? Donc, comment ça s'explique? Donc, ce genre d'amour, le nom d'amour est donc donné à ce souhait de retrouver notre totalité à travers l'autre. Hein? Parce que, selon ce mythe, cette tentative d'explication, nous aurions été jadis séparés de l'être avec qui nous étions complets. Hein, ça évoque une certaine blessure originelle, une séparation radicale qui nous pousse à rechercher l'autre pour se sentir plus complet. Mais aujourd'hui, quel est le sens de ce terme? Comment caractérisez-vous ce terme, l'amour fusionnel? Qu'est-ce que cela veut dire? On pourra se demander tantôt à savoir si c'est souhaitable. Hein? Et qu'est-ce que cela implique de fusionner? Est-ce que certains autour de vous vivent dans un amour diffusionnel? Nous allons tenter de découvrir les caractéristiques de ce type d'amour ou tenter un travail philosophique de réflexion ensemble, toujours spontané et fait de manière intuitive. Ce n'est pas un cours ce soir, hein? Donc on effleure des sujets, on approfondit. Je vous salue encore à nouveau. Écoutez, on atteint un point critique ce soir. 10 personnes en direct. On a déjà frôlé les 30, les 50, mais depuis un bout de temps, on était à 5 en direct, mais quand même, les vidéos sont quand même visionnées en 100, 200 fois, 300 fois, ça dépend. Resalut à Cathy. Ce soir, notre thème, je le répète,
Que penser de l'amour fusionnel? D'abord, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Avant de le critiquer, de l'évaluer, on va essayer de trouver des caractéristiques pour ce type d'amour vécu aujourd'hui. Et connaissez-vous des gens qui vivent ce type d'amour? Est-ce que cela fonctionne? Y a-t-il des problèmes dans ce type de relation? Nous allons voir. Salutations à Cathy, Mélanie, Marie-Pierre qui est allée voter, Vanda qui est allée voter, Bérénice qui est de retour avec son amie Geneviève. Donc, on salue les gens qui nous écoutent en secret, en différé, etc. aussi. J'ai une grosse journée. Sachez que j'ai fait à peu près 3 heures de transport aujourd'hui. Salutations à Claudia Gina, qui est de retour. Anne-Marie, Vanessa. Émilienne, une nouvelle auditrice peut-être. On ne sait pas. Martin, qui est toujours là. Merci d'être là. Qu'est-ce que l'amour fusionnel? C'est drôle, c'est un terme, hein, la fusion. C'est un terme de chimie, possiblement. Définition. Hein? C'est un terme de passage d'un corps solide à l'état liquide. C'est pas ça qu'on cherche. Hein? Ah, ben c'est une forme de... Ouais, on se liquéfie à deux, on fusionne. Hein? Donc, fusion, c'est ça. Réunion en un seul groupe de divers éléments. Donc, c'est faire un à deux. Hein? Donc, on va y aller avec des caractéristiques plus concrètes pour tenter de définir c'est quoi. Donc, je commence. Je vais avec certaines caractéristiques. André Comte-Sponville associe justement ce type d'amour à l'éros. Donc, qui est fondé sur le désir comme manque. Si je n'ai pas ma douce moitié, la présence de l'être aimé, qui me complète, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux. Il me manque bien sûr quelque chose. Parce que ce qui caractérise ce type d'amour qu'on pourrait même appeler l'amour fondé sur Eros, qui est un amour basé sur un appétit, hein, l'amour-passion, donc le tout commence sûrement avec une forme d'amour-passion. Nous voulons dévorer l'autre. Nous sommes attirés par l'autre. Nous voulons nous rapprocher de l'autre physiquement et nous sommes fortement attirés par l'autre. C'est la base de l'attraction physique, notamment que Sponville va appeler l'amour selon Eros. Il nous déclare dans le Bonheur désespérément que j'ai suggéré à Sylvie, que je salue. Je ferai une parenthèse dans quelques secondes, ce fameux livre qui est un classique de 2020, où Sponville dit qu'il n'y a pas d'éros heureux. C'est l'amour selon le manque, l'amour passionnel, l'amour déchirant. Ça peut finir aussi, ça peut déboucher sur des conflits, des chicanes et bien sûr des crimes passionnels. Hein? Et si nous ne pouvons pas être en compagnie de l'autre, c'est la déception, c'est la tristesse, et quelquefois, ça peut même générer toutes sortes de défauts ou de problèmes tels que la possessivité, la jalousie et l'inquiétude quand l'autre n'est pas là. Nous nous mettons à douter car nous voulons toujours être avec lui, en sa présence. C'est peut-être aussi parce qu'on est bien avec l'autre. Mais c'est un amour qui se veut dévorant et fortement exclusif et peut-être même possessif. Tout cela, nous dit Sponville, est fondé sur cette théorie que je répète toujours. Hein. J'ai fait des petits lives sur le désir comme manque, théorie fondatrice du désir chez Platon, chez Épicure, chez Schopenhauer et compagnie, c'est-à-dire que notre nature, elle est souffrante. La nature humaine vit un manque. Elle est fondée sur le manque, c'est-à-dire que nous sommes toujours en recherche de ce qui nous manque. Allons avec des exemples simples. À chaque fois que vous éprouvez de la soif, de la faim,
un désir de rapprochement ou un désir de possession d'objets, vous êtes sous la gouverne d'Éros. Et vous pensez qu'en satisfaisant votre désir, bref, en recherchant ce qui vous manque, vous allez trouver satisfaction et complétude pour un certain temps. Mais si par la suite vous vivez bien sûr ce que certains appelleront l'ennui, une fois le désir satisfait, il se peut que, à nouveau, vous soyez tenté à désirer ad vitam aeternam encore et encore. Et que finalement, jamais vous ne serez totalement satisfait. Donc c'est sûr que c'est difficile de toujours être dans un état de plaisir, de jouissance ou de bonheur qui perdure. Et cette théorie-là assume cela. OK? Donc la nature humaine cherche la satisfaction, mais problème, la satisfaction ne dure pas. Schopenhauer va même dire que le bonheur basé sur la satisfaction est négatif et problématique à plusieurs niveaux parce qu'il demande beaucoup d'efforts. La satisfaction est de courte durée et que c'est une simple sortie de l'état de souffrance. Hein? C'est pourquoi Pascal nous dit que l'ultime, c'est d'être capable de s'endurer soi-même, assis sur une chaise pendant 20 minutes, dans sa chambre, ou comme disait UG Krishnamurti, hein, Monsieur UG pour, non pas Jiddu, mais UG pour UG, Gopala, il y a Gopala là-dedans. UG Krishnamurti, je vais juste aller voir parce que je veux bien le prononcer. C'est ça, Upaluri Gopala, voilà, qui dit que l'ultime, c'est d'être capable de s'endurer soi-même. Dos au mur, ne plus rien chercher. Certains pourront prendre d'autres expressions pour traduire tout cela. L'acquiescentia te ipso de Spinoza, la satisfaction de soi. Sauf que pour Spinoza, c'est basé sur agir en accord avec sa nature profonde, mais on peut aussi être satisfait par une simple, un simple contentement d'exister. Ce qui me fait penser à une belle citation de notre grand homme d'art, bien sûr, Cocteau. Hein? Cocteau, je me rappelle sa belle citation sur... écoutez ça. Est-ce que j'ai une belle citation sur vivre? Ouais, citation vivre, c'est très beau ici, je vais essayer de le retrouver. Être, c'est être là. Mais pour nous, c'est jamais assez. Hein? Être, c'est être là. Vivre, c'est profiter d'être là. Sommes-nous capables de cela? Hein? Peut-être pas. Il nous faut plus des défis, de la satisfaction, une quête, etc. Mais aussi tenter de penser que la présence de l'autre, que toujours être en présence de l'autre, simplement va combler un manque, d'une part, ou nous rendre complets. Mais une autre manière de voir les choses, Sponville va dire, ben oui, c'est le désir, c'est la position de l'amour basée sur la philia, l'amitié profonde, où nous sommes contents d'être avec autrui car nous partageons, nous chérissons, et là, ce n'est plus un manque. Nous sommes en présence de l'autre pour partager, chérir. Il appelle ça célébrer la puissance d'exister. Donc, il n'y a pas d'amour basé sur la philia, l'amitié profonde, qui est malheureux. Simplement sur Eros. Eros, ça va peut-être toujours finir en conflit, en déchirure. Parce que le but, c'est d'être avec autrui pour se sentir complet parce que nous sommes à la base en manque. Mais si nous nous sentons d'abord complets
à la Cocteau, hein, nous sommes contents d'être là et de profiter d'être là, et nous chérissons ça à deux. Mais là, ça devient plutôt du point de vue d'une célébration à deux. Nous ne sommes plus dans la fusion complémentaire. Nous sommes peut-être dans la perspective de célébrer à deux, c'est-à-dire que ça devient une relation enrichissante, inspirante et un supplément d'être. Ça amène un supplément d'être, d'où le terme d'augmentation de notre puissance d'exister. Là, j'emploie un terme spinoziste en ce sens. Je vous pose la question, que pensez-vous de l'amour fusionnel? J'ai commencé mon petit préambule. Qu'est-ce que c'est d'abord? Je vais lire les commentaires, j'y arrive. Et on ira avec une deuxième question après. Qu'en pensez-vous? OK? Donc, première étape, ceux qui n'ont pas écrit, allez-y. Qu'est-ce que pour vous l'amour fusionnel? J'ai commencé avec un petit préambule. Et on dira ce qu'on en pense après. J'y vais avec les commentaires. Vanessa. L'amour fusionnel implique que les partenaires partagent une complicité intense. Attraction, complicité intense, hein, certains le disent. La connexion était si intense. Mais elle était de quel ordre? Elle est, bon, partage une complicité intense, une harmonie au quotidien et ressentent un manque en l'absence de leur partenaire. Un manque. Ça touche le point. Donc, Vanessa est d'accord pour dire que l'amour fusionnel fait ressortir le manque, mais qui était, selon Platon et d'autres théoriciens, originel à l'humain lorsqu'on est dans le registre de la satisfaction. Hein? Il nous manque toujours quelque chose comparable à la faim, à la soif. Voilà. Merci pour ton commentaire, Vanessa. On continue. Ouf. Bon, voilà. Mylène. Et là, on dirait que Mylène peut-être définit un autre type d'amour. Elle parle d'une relation exceptionnelle où il y a respect et liberté de l'autre. Ce n'est peut-être pas l'amour fusionnel. Et où chacun conserve son identité. Ah. Et je rajouterais ici, je voyais comme où chacun est capable de célébrer le bonheur de l'autre également. Là, on est peut-être dans un autre type de définition. On continue. Oui, on avait dit aussi que, bon, ça présuppose, cette recherche de complétude, qu'il y a peut-être des âmes sœurs qui ont été séparées, hein, et qui tentent de se retrouver. Certains vont parler d'âmes jumelles, etc. Je vous avais conté cette histoire d'un ami. Oui, je dois encore la raconter. Mais oui, la raconter, cette histoire d'un ami qui s'était fait le portrait de la femme idéale. Donc, il l'avait imaginée à tout point de vue, spirituelle, intelligente, belle, etc. Puis, quoi, semble-t-il que cette femme-là s'est manifestée lors d'un tournage d'un film des frères qui ont fait La Matrice, si je ne m'abuse. Non, c'est ceux qui ont fait le Black Swan, les deux frères qui sont rendus des sœurs maintenant, semble-t-il. Il a rencontré cette femme, mais il me dit, j'avais oublié de demander d'être en amour avec, et ça avait été un fiasco, et une grande déception. Comme si on pouvait commander avec nos critères, hein, et faire advenir le tout dans le réel. Mais quelquefois, on oublie peut-être l'essentiel, on ne peut pas tout contrôler. On continue avec les commentaires. Marie-Pierre nous dit qu'elle est trop bien seule, elle n'a jamais cherché sa douce moitié, hein? Mais contente de s'être séparée d'une hypothétique moitié. Oh, OK, bon. Donc, elle a quitté, la perspective de l'amour fusionnel. On continue.
Cathy nous invoque l'aspect de l'amitié fusionnelle et Marie-Pierre nous dit que c'est des fois présent chez les jumeaux. Justement, j'avais un jumeau dans ma classe de philosophie cette année et je le croise avec son frère à l'école, à la grande bibliothèque. Ils sont toujours ensemble, se devinent, se comprennent, s'apprécient. Voilà. Anne-Marie dit qu'elle nous quitte. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, les amis? Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Qu'est-ce que l'amour fusionnel? Qu'en pensons-nous? On peut peut-être passer à la deuxième question, vu qu'il n'y a pas d'autres tentatives de définition. Qu'en pensons-nous? Je prends un petit verre d'eau. Qu'en pensez? Est-ce qu'il y a un problème avec ce type d'amour? Que permet-il de manière positive? Peut-être un approfondissement, vu qu'on est souvent en présence d'autrui. Peut-être une découverte de l'aspect de l'intensité en présence de l'autre, peut-être aussi une complicité qui est exacerbée, qui est développée. Hein, peut-être ça aussi. Mais peut-il y avoir un problème? Je l'ai peut-être évoqué tantôt. Hein? On oublie peut-être cet aspect comment dire, que notre auditrice Marie-Pierre a soulevé. Le fait d'être capable d'être bien avec soi-même et d'aller vers autrui par plaisir, par inspiration, puis pour faire certaines prises de conscience et d'être dans une perspective aussi de l'étonnement, de la gratuité. Ça pourrait éveiller ça. Marie-Pierre soulève un point, l'amour fusionnel pourrait s'apparenter à une seule âme dans deux corps distincts. Oui, c'est drôle, hein? Parce que la relation entre Montaigne et de la Boétie, hein, il y avait une belle formule qui avait été évoquée par Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et certains disaient, bon, dans des perspectives où il y a vraiment de la proximité entre deux êtres, on dit que c'est comme s'il y avait deux corps, mais une seule âme qui réunissait les deux êtres. Hein? Voilà. Mylène nous dit que l'amour fusionnel n'est peut-être pas souhaitable. Ah, ici, elle nous dit qu'il faut être par l'autre. OK, être avec autrui, c'est un choix et non pas un devoir. Peut-être qu'est-ce qui se cache derrière la notion de devoir? C'est-à-dire que nous serions poussés d'une manière destinale à rechercher notre complément. Hein? Ça serait comme une quête de l'âme sœur, une quête du complément. Comment pourrions-nous le savoir? Hein? Est-ce qu'il y a des critères qui nous permettront de savoir que nous avons rencontré l'être qui nous complète? Mylène voit ça d'un côté comme un devoir, peut-être cette quête de recherche, qui est une quête destinale peut-être, hein, devoir trouver la personne qui nous complète. Sans cela, nous ne sommes pas encore heureux. Donc, celui qui est adepte de l'amour fusionnel, que se passe-t-il lorsqu'il se retrouve seul? Est-il capable, comme le soulève Pascal, ou U.G. Krishnamurti, d'être bien avec soi-même dans sa solitude? Est-il capable de s'endurer lui-même, d'éclairer son ombre et d'être bien en sa présence? Certains postuleront que faut... Et ça, c'est Osho dans sa belle citation, oui, sur la solitude. Elle est très belle. Solitude et amour. Écoute, j'avais envoyé ça ici. À un moment donné, les gens étaient tombés sous le charme de cette phrase d'Osho. La capacité d'être seul, c'est la capacité d'aimer. Cela peut vous sembler paradoxal, mais ça ne l'est pas. C'est une vérité essentielle, nous dit Osho. Seules les personnes qui ont la capacité de vivre seules ou d'être seules
sont capables d'amour, de partage, d'aller en profondeur vers une autre personne sans vouloir la posséder, sans être dépendante et sans essayer de la réduire à une chose. Ça frappe cette phrase d'Osho. Hein? Il était radical, ce cher Osho. Voilà. Alors, écoutez les amis, Vanda nous dit que l'amour fusionnel existe. Oui, oui, existe. C'est peut-être un phénomène. Nous l'avons décrit, ses implications également. Posons-nous la question, est-ce que nous allons vers autrui par plaisir, par inspiration ou par besoin, ou pour la célébration, chérir la présence de l'autre, hein, dans le sens de la perspective du désir comme puissance d'exister, qui est basée sur l'amour philia, hein, qui est l'amour inspiré d'Aristote notamment. L'amour fusionnel, nous dit Vanessa, dure combien de temps? Ah, bonne question. Le sentiment de sentir complet en présence de l'autre est-il éternel? Bonne question. Mylène, je ne comprends pas ton commentaire, juste le répéter. Elle me dit que je répète ça 1000 fois. Éclaire-moi sur ton dernier commentaire, Mylène, on aurait besoin un peu d'éclairage. C'est le retour d'une Mylène ce soir, sur les directs, les Facebook Live, avec votre autre, Mathieu Martel, directement de Montréal. Bon, on me dit qu'il y a trop d'applications ouvertes, on va fermer ça, parfait. OK, super. Alors, je termine sur une belle citation d'Osho ce soir. Donc, les amis, à vous de pousser vos réflexions, pousser le thème. C'est un thème léger ce soir. J'ai brossé un petit portrait embryonnaire de début de réflexion. Nous allons nous revoir bientôt, possiblement peut-être cette semaine, un jeudi soir. Donc, sachez que nos rencontres la semaine dernière, si vous en avez manqué, il y en avait des superbes, hein? Quand même, celle sur le mystère. Allez voir sur ma page Mathieu Martel, philosophe, dans la section vidéo. Nous avons plusieurs enregistrements et je vais terminer bien sûr avec la lecture d'un commentaire par Marie-Pierre parlant de Montaigne et de la Boétie. Et allez visionner la conférence sur le mystère et l'inconnu. C'était merveilleux. Ah, Mylène, bon, merci Mylène. Qu'être seul est bien, c'est être capable d'aimer. J'ai été seul pendant 30 ans. Merci donc, Mylène s'aime elle-même et elle est bien avec elle-même. Merci, Mylène, tant mieux. On termine avec le commentaire de Marie-Pierre qui nous vient nous partager un beau passage sur de la Boétie. On y va ici. Quand la Boétie est décédée de la peste à 32 ans, Montaigne a beaucoup souffert et il a écrit les mots suivants. On y va ici, voilà. Depuis le jour que je le perdis, je ne fais que traîner, languissant, et les plaisirs même, s'ils s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me redoublent du regret de sa perte. Donc, c'est la paix. C'est beau ce qu'écrit Montaigne, c'est que le partage avec la Boétie, c'était comme justement une âme sœur, une âme philosophique, et la perte de l'âme sœur ou de l'âme philosophique ou de la personne avec qui on a une hyper-complicité, c'est sûr que c'est totalement déchirant. Nous devons l'admettre, hein, absolument. C'est une relation profonde qui s'est élaborée dans le temps. C'est sûr que lorsqu'elle cesse ou lorsqu'elle s'éteint, c'est renversant. Nous l'admettons. Merci de m'ouvrir sur ce point. Hein? Mais à savoir, la relation de Boétie est une relation, et Montaigne est une relation exceptionnelle d'âme à âme, etc. Mais il y a des rencontres exceptionnelles, mais qui dépassent sûrement le stade d'éros, qui vont vers la philia et même, quelquefois, l'amour mystique, etc. J'en profite pour vous remercier. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fameuse conférence du 13 juillet chanceux.
Mais oui, le 13 juillet chanceux, ce n'est pas le vendredi 13, c'est le samedi 13. Sur les vacances, j'ai bien hâte de disserter là-dessus, de remettre en question le concept de vacances, de se demander pourquoi il est là. Bon, on m'envoie des étoiles. Bon, les gens sont en transe ce soir. Sur ce, je m'en vais me reposer. Portez-vous bien, bon repos, bonne réflexion sur l'amour en général et demandez-vous, hein, la question de Spinoza, à quel objet d'amour ai-je le goût de me consacrer? Objet pris au sens large, au sens d'objet de désir, à approfondir et à développer. Bonne réflexion, bonne soirée tout le monde. Je m'en vais me reposer. Bye bye.